Corps à corps. Corps à corps. Alors on est donc le 15 octobre et tout le monde découvre, ou fait semblant de découvrir, ça dépend desquels, depuis la présentation de loi de finances, l'énormité du dérapage budgétaire des comptes de la France. Donc un déficit à 6,1% du PIB en 2024, une dette à plus de 3 000 milliards d'euros fin juin, ça fait 112% du PIB, qui a gonflé un millier de milliards depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est pas mal quand même, depuis son arrivée en 2017. Elle frôlera a priori cette dette, les 115% du PIB l'année prochaine. Et puis, en 9 mois, quand même, notre gouvernement a creusé un gouffre de 100 milliards d'euros dans cette dette. Donc voilà. Maintenant qu'on connaît cette énormité de la dette et que tout le monde le sait, et encore, je pense que le poteau rose n'est pas encore complètement tombé parce qu'on va voir la suite de la désindustrialisation dont on parlait juste avant avec Laurent Isard, le coût de l'énergie, les conséquences des PGE qui ne sont pas finis ou les prêts post-Covid à venir pour l'économie. Bref, donc tout ça n'est malheureusement pas fini. Mais il serait temps, en plus de comprendre l'énormité du gouffre de la dette, de comprendre à quel point notre gouvernement nous a délibérément menti. Et quand je parle de mensonges, je cite le sénateur Jean-François Husson qui le fait lui-même. Je propose d'écouter sur CNews notamment, il y a 3 jours. Moi, je ne préjuge pas. Effectivement, j'ai dit au début du mois, voyant qu'une fois de plus, nous n'avions pas les bonnes informations au bon moment, que tout ça pourrait finir par un grand mensonge d'État. Vous voyez que à la fois je suis prudent, je pense en même temps que chacun doit être mis devant ses responsabilités et que nous... Voilà, chacun doit être mis devant ses responsabilités. Alors pour parler des responsabilités, et avant d'accueillir mes deux invités, Philippe Schreck et Guy de Lafortelle, je vous propose un petit récapitulatif des derniers mensonges, on va dire de la Macronie, du gouvernement depuis fin 2023. Je rappelle, fin 2023, la direction du Trésor alerte. Le déficit 2023 est finalement plus important que prévu, mais Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie de l'époque, et Thomas Cazenave, l'ancien ministre délégué aux comptes publics, décident de ne pas réagir, n'en informe pas les parlementaires, et Thomas Cazenave est interviewé par les journalistes de France Télévisions qui leur demandent si c'est normal de ne pas avoir averti à ce moment-là. Écoutez la réponse de Thomas Cazenave. Quand vous êtes en responsabilité, pour pouvoir agir, il faut avoir la bonne information. Et quand les directions d'administration vous disent « il est trop tôt pour agir, il est trop tôt pour communiquer », c'est normal qu'on attende d'y voir clair. Bah voilà, il attendait pour voir clair. Donc ça, on est fin 2023, janvier 2024, les vœux de Bruno Le Maire, qui se veut rassurant, aux vœux du 8 janvier 2024. Écoutez-le. Le tournant du redressement de nos finances publiques a été pris. Il sera tenu fermement. Voilà, donc tout va bien encore à ce moment-là. En février 2024, une nouvelle note de Bercy annonce que le déficit atteint finalement 5,7% du PIB. Là, on a quand même une différence de 35 milliards d'euros par rapport au budget annoncé. Mais c'est pas grave, Bruno Le Maire n'alerte toujours pas sur le dérapage du budget. En revanche, il annonce les 10 milliards d'euros d'économie. Nous maintenons l'objectif d'un déficit public à 4,4%. C'est bien notre objectif. Quand je dis qu'il faut faire des économies, c'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. Voilà, c'est le 6 mars finalement que Bruno Le Maire fera son coming out du dérapage dans le journal Le Monde. Il plaide là pour une loi de finances rectificative. Sauf que nous sommes à l'approche des élections européennes et ni l'Élysée ni le Premier ministre ne souhaitent parler des restrictions aux Français. On met donc ça de côté. Le 21 mars, le rapporteur général de la Commission des finances, Jean-François Husson, se rend à Bercy pour exiger des documents qui expliquent l'ampleur de la dégradation. Et là, je le cite, et là, en 3 heures, on découvre qu'il y a eu des alertes de Bercy en interne. Ça me conforte dans l'idée qu'on ne nous a pas tout dit, qu'une part de l'information a été retenue. D'ailleurs, à ce moment-là, les sénateurs Jean-François Husson et Claude Raynal lancent une mission d'information sur la dégradation des finances publiques. On continue le 9 juin, après la défaite historique de la Macronie aux européennes, le président prend la décision de dissoudre l'Assemblée. Il se trouve qu'avec cette dissolution, puis la campagne des législatives, les mesures de redressement de l'économie sont-elles mises en pause. Le déficit dépassera à ce moment-là les 6%. Puis après 4 mois dont on se rappelle tous, d'élucubration incompréhensible et sans doute d'ailleurs inconstitutionnelle, on arrive au 5 septembre. Un Premier ministre est enfin nommé, Michel Barnier, le négociateur de Brexit, bureaucrate de Bruxelles comme on l'appelle, qui permettra sûrement d'arranger les affaires de la France avec Ursula von der Leyen, qu'il connaît bien. Michel
Barnier connaît parfaitement également la situation économique puisque son directeur de cabinet, Jérôme Fournel, n'a pas changé de poste. Il occupait précisément le même poste chez Bruno Le Maire à Bercy. Et donc, tout ce petit monde doit boucler le budget en moins d'un mois, normalement, si on respecte le projet de loi de finances qui est toujours déposé sur le bureau du Parlement, le premier mardi d'octobre. Là, on avance encore un petit peu, 14 septembre. Charles de Courson, membre de la commission des finances, Éric Coquerel, rapporteur général, se rendent à Bercy pour tenter d'obtenir les lettres plafond du budget 2025. Et là encore, colère des parlementaires. On écoute Éric Coquerel devant Bercy. Donc aujourd'hui, on est venu à Bercy, au ministère de l'économie, du budget et des finances, pour obtenir ces fameuses lettres plafond. Et malheureusement, nous avons eu de la part des fonctionnaires de Bercy, c'est-à-dire la directrice du budget et la secrétaire générale de Bercy, la même réponse que hier à Matignon, c'est-à-dire un refus de nous transmettre ces lettres plafond. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, tout simplement parce que ce n'est pas évidemment à des fonctionnaires, mais pas non plus à des ministres. Et là, en l'occurrence, apparemment, les ordres viennent non pas de Bercy, il n'y a plus de ministre, mais directement de Matignon et a priori du directeur de cabinet de Matignon, qui n'est autre que l'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, le fait de ne pas nous transmettre ces documents. Voilà, donc c'est quand même grave. Et là, on arrive au jeudi 10 octobre et le projet de loi de finances qui est présenté. Et on arrive au bilan des courses et notamment à ces 60 milliards d'euros d'économies qui sont à trouver pour redresser les finances publiques. Et sinon, je le rappelle, c'est la mise sous tutelle européenne. Alors, c'est quand même très grave parce qu'on voit ici, dans cette historique, la série de mensonges ou au moins de dissimulation de vérité aux parlementaires. Et c'est également non seulement du bilan catastrophique, mais aussi de cette série de mensonges dont je voulais parler avec mes deux invités. Bonjour Philippe Schreck. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes député du Rassemblement national du Var, ancien vice-président de la commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files. On en avait parlé ensemble. Et nous sommes également avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Ah ben on n'a pas votre son, on va vous récupérer, j'imagine. Dans quelques instants. Philippe Schreck, vous avez entendu l'historique. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement de cette série de mensonges, de dissimulation, voire de mensonges, je vais le dire gentiment pour le début? Oui, vous avez raison. Nous tirons la sonnette d'alarme au Rassemblement national depuis presque une année, car nous savons qu'il y a une véritable insincérité dans la présentation des textes budgétaires ainsi que dans leur exécution. Je vous rappelle, parce que votre chronologie était effectivement assez bien faite et assez évocatrice, mais nous avions déposé, suite à un débat, nous avions déposé, avant les élections européennes, une motion de censure uniquement sur ce fil budgétaire et sur la dérive de nos comptes publics qui avait été rejetée. Seuls nous, au Rassemblement national, l'avions voté parce que nous savions que les choses étaient cachées, parce qu'elles n'étaient pas avouables juste avant le scrutin européen, qui s'annonçait, vous vous en rappelez, déjà très périlleux pour le camp présidentiel. Mais d'une manière générale, se pose le problème du respect du Parlement. Oui. Une des missions des députés, c'est le contrôle de l'État, le contrôle du gouvernement. Et avec les gouvernements d'Emmanuel Macron, ce contrôle est foulé aux pieds. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque, en janvier, vous l'avez rappelé, Bruno Le Maire rabote le budget en exigeant 10 milliards d'économies, oui, parce qu'il est en cessation de paiement. La justice, moi je m'occupe un petit peu des affaires de justice, la justice était concernée à 320 millions d'euros de rabot. Immédiatement, j'écris au ministre de la Justice, dans le cadre d'une question écrite, j'écris à M. Dupond-Moretti, je lui demande alors ça va concerner qui? Ça va concerner quoi ces 320 millions? On va faire des prisons en moins, des tribunaux en moins, on ne va pas recruter des greffiers, on ne va pas recruter des magistrats. Je n'ai jamais eu de réponse. Alors qu'il y a une obligation de répondre quand un parlementaire pose une question écrite, parce que c'est le contrôle du gouvernement. Donc vous avez raison de dire qu'il y a des manipulations, dissimulations, mais aussi l'irrespect des règles de séparation des pouvoirs et des contrôles de chaque pouvoir sur l'autre. Emmanuel Macron a une vision, et Gabriel Attal également, car il a été, son Premier ministre, et je parle de cette période, ont une vision tout à fait, pas autocratique, mais pas loin. C'est l'exécutif, c'est l'Élysée qui pilote tout, et après on arrive à ces dérives, à ces mensonges, à ces dissimulations, parce que ça fait presque un an qu'on sait que les données budgétaires sur lesquelles ont été assis le budget de l'État sont fausses. C'est-à-dire qu'on a surpondéré les recettes. On savait très bien que les objectifs de recettes ne seraient pas atteints.
Et on a minoré les dépenses parce que nous sommes toujours dans le grand travers des dépenses et le dérapage complètement incontrôlé à ce propos. Oui, mais ce que vous rappelez, c'est quand même grave, parce que d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on voit avec Éric Coquerel et Jean-François Husson. À chaque fois, c'est le non-respect, comme vous le dites, des contre-pouvoirs, du pouvoir du Parlement, qui est quand même dans la Constitution, enfin dans notre Ve République, dans les fondements de la Ve République, et ne pas respecter le pouvoir du Parlement ici sur le contrôle, notamment budgétaire, qui est un axe primordial de notre fonctionnement. Bah finalement, c'est prendre une dérive autoritaire. Ne pas respecter les contre-pouvoirs, c'est décider qu'on est le seul à avoir le pouvoir. Je ne sais pas s'il faut employer le mot dérive. En tout cas, il y a une pratique de jeu personnel où la politique n'est plus une coproduction entre l'exécutif et le législatif, tout simplement parce que, vous voyez bien, vous avez parlé de dissimulation et de mensonge ou de non-réponse aux parlementaires, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Donc, partant de là, ceux qui ne respectent pas les institutions de façon naturelle, ceux qui ne respectent pas les oppositions de façon naturelle parce que c'est leur éducation politique, dissimulent les choses. Mais au-delà de la dissimulation, moi, ce qu'il faut surtout dire, parce que au-delà de la dissimulation, c'est que ces dissimulations ont des conséquences sur la vie quotidienne des Françaises et des Français. Lorsque on triche ou on ne donne pas une indication sur la poursuite de la dégradation, sur la dégradation des recettes fiscales, ça veut dire qu'on se dit c'est pas grave, on augmentera les impôts, puisque c'est la éternelle variable d'ajustement. Donc ce n'est pas mentir pour mentir ou cacher pour cacher, c'est d'une part un dessein électoraliste, puisqu'on avait vu que c'était pour sauver les élections qui étaient déjà perdues, mais aussi il y a quand même des conséquences sur la vie des Français, puisque une fois que Bercy était au courant de la situation, qui est une situation catastrophique, ils ont en même temps, pour employer une expression devenue presque légendaire, mais ils ont en même temps préparé les façons de remédier à la situation. Donc ils savent depuis des mois et des mois qu'on va tondre les Français alors qu'il n'y a plus beaucoup de laine sur les Français. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, on apprend aussi dans cette loi de finances que alors que les Français sont invités à faire de très grosses économies de partout, on va leur serrer la ceinture, l'Élysée et les deux chambres du Parlement aussi ont une augmentation de leur dotation. C'est peut-être pas forcément le moment de faire ce genre de dotation, non ? C'est une évidence. Les Français vivent ça. Moi, je les ai rencontrés dimanche. J'avais une manifestation qui n'a rien à voir avec la politique. Les Français vivent ça comme une provocation. Que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Élysée, nul besoin d'augmenter nos budgets, ne serait-ce que par principe vis-à-vis des Français. La présidente de l'Assemblée, dans un média, disait qu'il n'y avait pas d'économie à faire à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je vous le dis, je suis profession libérale, je continue mon activité, donc je sais comment on gère une entreprise privée, j'essaie de le faire, et je suis à la fois député à l'Assemblée nationale la moitié du temps. Je peux vous dire qu'il y a des économies à faire dans les institutions, les services de l'État, sans pour autant amoindrir leur force et même leur prestige. Alors, nous avons retrouvé Guy de Lafortelle. Bonjour Guy. Bonjour Clémence, bonjour monsieur le député. Fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, financier également, fondateur de Toxin. Guy de Lafortelle, vous avez entendu aussi le récapitulatif, évidemment en résumé, de la série de mensonges du gouvernement sur ce budget qui dérapait déjà et qui dérapait bien avant. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, Guy de Lafortelle, déjà hier, dans votre chronique. C'est-à-dire qu'on a un double problème. On a un problème politique ici et un problème budgétaire qui est clair. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait M. Schreck. Il parlait du ministère de la Justice. Quand on lit donc le projet de loi de finances, on a l'effort se poursuit en faveur du ministère de la Justice. Donc, quand on lit l'exposé des motifs, donc on apprend, ça doit être page 15 du truc, que malgré les économies, on fait attention au ministère de la Justice. Bon, juste après, on se rend compte que l'effort se poursuit, il est de plus 0,1 milliard, c'est-à-dire que c'est vraiment la quantité minimum dans ce genre de ligne budgétaire. Puis surtout, on vous dit 0,1 milliard, parce que si c'est 80 millions, on vous le met comme ça. Et puis derrière, on apprend que en fait, Didier Migaud est en train de mettre son poste dans la balance, parce que quand on regarde dans les détails, il y a moins 500 millions.
Et tout est comme ça dans ce budget, c'est-à-dire qu'à chaque ligne, à chaque chose qu'on regarde, il y a un mensonge, mais c'est quelque chose, on a ça tout le temps, on nous explique, pareil, dans l'exposé des motifs, on en parlait déjà hier, ah mais oui, mais si on n'avait pas déjà beaucoup travaillé, on serait à plus 7%. Vous imaginez un petit peu être à plus 7% Ouais. à un niveau comme ça. Et il y a une raison, et là vraiment, c'est important, et vous l'avez rappelé, c'est que on n'a pas, on n'a absolument pas corrigé la trajectoire l'année dernière parce qu'il y avait des élections, parce qu'il y avait les JO. Et parce que Bercy fait des choses de manière insincère. On en avait déjà parlé à ce micro. Au moment du Covid, on a des budgets illimités qui ont été votés, à tort ou à raison, mais peu importe, ils ont été votés. Et on a des crédits comme ça qui ont été votés et qui n'ont pas été utilisés. Et ces crédits ont été parqués par Bercy. Et ils sont utilisés petit à petit pour pouvoir, comme ça, débloquer de l'argent sans avoir à passer devant le Parlement. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver l'année dernière, à un moment où normalement on ne pourrait pas exécuter la dérive budgétaire sans l'accord du Parlement, à pouvoir quand même le faire par des espèces de jeux de passe-passe, Oui. parce que le Parlement a autorisé, il y a 4 ans, des dépenses exceptionnelles dans une situation exceptionnelle, que comme elles étaient exceptionnelles, on les a bien chargées au maximum, et puis comme on les a pas toutes dépensées, on ne s'est pas gêné pour On ça. a gardé le chèque en blanc, en gros. On a gardé le chèque en blanc, et puis après, On le dit, mais ressort. Oui. on le ressort. Et ça, c'est-à-dire que je connais assez bien, c'est-à-dire que j'en ai lu beaucoup des lois de finances. Il y a toujours il y a toujours des saloperies dans les lois de finances. Ça fait un peu le jeu, c'est un peu le jeu, j'ai envie de dire. Mais là, on monte des marches à un niveau qui est simplement hallucinant. Et je tiens à dire que donc on vous parle d'effort. Donc effectivement, ça, l'effort qu'on va prendre, on le voit assez bien. C'est-à-dire que sur la hausse des prélèvements obligatoires, ça vous regardez, c'est la hausse, on va repasser à 43,6%. Enfin, on est dans des augmentations très importantes. En revanche, si vous regardez les dépenses de l'État, les dépenses de l'État, elles augmentent dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en pourcentage de PIB, on vous les fait baisser, mais on vous les fait baisser avec des estimations qui sont aussi farfelues qu'elles l'étaient l'année dernière. Mais il n'y a personne, il y a pas de baisse de budget dans l'absolu, donc il n'y a pas de serrage de ceinture. C'est absolument faux. On est encore en train de vous faire un truc. Si, regardez, en pourcentage de PIB, on vous les fait baisser parce qu'on prend des trucs. Et d'ailleurs, Fitch qui a émis qui a remis la note de la France en disant allez, on vous la garde à perspective négative. A dit, mais vous inquiétez pas, les budgets ne vont jamais être exécutés à 5%, à 5% de déficit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand on a élu M. Macron, c'était, il y a 7 ans, c'était le banquier qui allait remettre les finances à flot. Moins 5%, et là, il devrait être exécuté à moins 6,2%. C'est pareil, dans le budget. Oui, mais là, Guy, on va vous dire tout de suite. Non, mais attendez, ils sont passés par le Covid quand même, donc c'est pas de leur faute. Non, mais en fait, oui, d'accord, ils sont passés par le Covid. L'Allemagne est passée par le Covid, l'Italie est passée par le Covid, toute l'Europe, tout le monde entier est passé par le Covid. Il n'y a que nous qui avons dépensé du fric de manière aussi débile. Enfin, pardon, hein, mais les problèmes se posent effectivement dans les autres pays, mais pas à ces niveaux-là. Oui. Parce que, encore une fois, pourquoi pas à ces niveaux-là ? Parce qu'on a dépensé, on a mis encore plus d'argent de côté de ce qu'on a dépensé, et on a joué ce truc à Bruxelles, et c'est le petit jeu qui est que on n'arrête pas de dire mais non, mais vous savez, nous on n'est pas la Grèce, on n'est pas l'Italie, on est quand même au centre de l'Europe, c'est le couple franco-allemand, donc vous pouvez pas faire grand chose avec nous parce que si on n'est pas d'accord et si on fait n'importe quoi, vous êtes un peu obligé de nous garder parce qu'on est le cœur nucléaire de l'Europe. Pas totalement faux, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler de la manière dont Bruxelles nous force la main, ce qui est vrai, mais d'un autre côté, on force aussi la main à Bruxelles avec des budgets qui sont effectivement pour n'importe quel. Imaginez, vous partagez une maison commune avec d'autres pays en Europe, on est invivable. Hein. Oui. Alors, je voulais demander à M. Schreck quelles étaient les actions, d'abord politiques, parlementaires, qui peuvent être faites aujourd'hui. Et tout d'abord, évidemment, première question, Philippe Schreck, est-ce que vous allez voter cette loi de finances ? Écoutez, en l'état, je ne le pense pas. Alors, nous allons, le travail d'amendement
puisqu'on peut officiellement, on peut amender cette loi. Donc nous allons amender la loi de finances. Notre groupe, sur l'initiative de Jean-Philippe Tanguy, va présenter un contre-budget ou un budget alternatif où nous allons tenter de faire passer un petit peu nos idées, puis de rendre ce budget sincère, parce que votre invité, vous disiez oui, pardon. Il était indiqué que les dépenses baissaient peu, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que des hausses, en vérité, des hausses d'impôts sont déguisées en dépenses. Si vous prenez par exemple le gel de l'indexation des retraites, c'est indirectement une hausse d'impôts, mais quand vous regardez le budget, on prévoit, c'est mis en économie. Alors que ce n'est pas une économie pour l'État, enfin, c'est juste de l'impôt déguisé, et ça va à l'infini. Donc nous allons avoir naturellement une action politique forte. En l'état, comme il a été dit, je pense qu'il ne vaut mieux pas voter un mauvais budget. Ça ne sert. Est-ce que vous pourriez voter une motion de censure avec la gauche ? Pour l'instant, je peux pas vous répondre, parce qu'il faut quand même que l'on voit comment les choses avancent dans la discussion. Et vous voyez que le budget qui a été présenté tardivement est en catastrophe, parce qu'il faut aussi reconnaître que on n'a pas travaillé à la préparation du budget, en tout cas politiquement, pendant 2 mois et demi après les élections législatives. Donc c'est forcément un budget catastrophe, de catastrophe, d'urgence. Et quand c'est l'urgence, on augmente les impôts. Donc on va voir s'il y a des corrections qui sont apportées, ou si encore une fois, on continue toujours à mettre la poussière sous le tapis, circuler, il n'y a rien à voir. Et il y a aussi un autre sujet, puisque vous parliez de dissimulation, et nous, ça fait des mois et des mois qu'on essaie d'avoir des informations que nous n'obtenons pas. C'est que nous avons une dette abyssale. Notre dette, c'est 40 milliards d'euros, plus de 40 milliards d'euros d'intérêts. Donc c'est de l'argent français qui part ailleurs, et on ne cesse de savoir qui détient notre dette. Oui. Qui détient notre dette ? Parce que c'est 40 milliards ou presque 50 maintenant, quasiment le plus gros budget de France. Oui. Il part de France vraisemblablement vers l'étranger. Oui. Mais le Japon est plus endetté que la France. Mais c'est les Japonais qui détiennent la dette du Japon à 95%. Donc c'est là, nous, notre dette est détenue par les marchés, mais on ne sait pas qui sont les marchés, et on ne parvient pas à connaître, et ça je pense qu'il y a vraiment, il faut le dénoncer également, on ne parvient pas à connaître les détenteurs de notre dette au pays de ceux qui crient sans arrêt à l'ingérence étrangère. Oui, ça c'est vrai, vous faites bien de le rappeler, et c'est très important de savoir qui détient notre dette, parce que on est tenu par la bourse, justement, c'est bien connu. Donc, oui, bien sûr, Guy de Lafortelle. Il me semble, c'est dans le code du commerce que effectivement, il y a un article qui dit que on n'a pas le droit de divulguer les créditeurs, les créanciers de la France. Donc, monsieur le député, moi j'aimerais beaucoup que vous changiez ça, effectivement, mais du coup, il faut que ça passe par la loi. Il faudrait déposer un projet de loi pour rendre cette information publique, parce qu'aujourd'hui, c'est la loi qui interdit la divulgation de ces créanciers. Maintenant, on peut faire des suppositions. C'est-à-dire que, donc vous disiez, l'exemple du Japon est excellent. C'est-à-dire que c'est plus les Japonais qui détiennent leur dette, c'est la banque centrale du Japon qui la détient. Et chez nous, pendant un moment, c'est la BCE et la Banque de France. Et par derrière la BCE qui détenait notre dette, sauf qu'elle s'est désengagée il y a quelques années, et très vraisemblablement, c'est-à-dire que quand on est sur ces montants de milliards qui circulent, c'est pas n'importe qui est derrière. On a les grands fonds de pension américains, on a les BlackRock, Vanguard, et c'est cette immense capacité financière américaine qui a pris le relais derrière, et qui n'est effectivement absolument pas gratuit en termes d'influence et d'ingérence. Pardon, je voulais juste rajouter ça. Philippe Schreck, je voulais également vous demander toujours sur cette question d'action politique, et après je voudrais parler aussi de juridique. Mais dans l'action politique, Jean-Philippe Tanguy a dit on pourrait voter une motion de censure de la gauche si le gouvernement s'enferme à vouloir appliquer des réformes technocrates, et notamment s'il cherchait à imposer le budget tel qu'il est présenté aujourd'hui par 49.3. Vous êtes aligné là-dessus ? C'est une évidence. Un 49.3 sur ce budget, tout à fait impossible. Je veux dire, c'est un record d'endettement, c'est quasiment entre 40 et 50 milliards d'argent supportés par les Français, c'est 0 réforme structurelle, c'est 0 effort d'économie de l'État. Donc ça commence effectivement à faire beaucoup, avec des choses, encore une fois,
choquante. Vous en avez parlé sur le train de vie des principales institutions, mais c'est budgétairement finalement modeste, avec également des Français qui vont être moins bien remboursés et une aide médicale d'État parallèlement qui est augmentée de 100 millions d'euros pour les étrangers clandestins. Enfin, on est loin du discours de politique générale et des incantations sur le perron de Matignon où on disait on va dire la vérité et on va moins parler, on va faire plus d'actes. On en est très loin, effectivement. Ok. Alors, je voudrais maintenant vous évoquer la possible action juridique. Je vous propose, avant de vous donner la parole à tous les deux, d'écouter l'avocat André Valigny, qui était sur le plateau de Pascal Praud sur CNews, le vendredi 11 octobre. Écoutez. Bruno Le Maire a été contacté par le service public et il a envoyé un texto à un journaliste du service public. La vérité finira par éclater. Je ne peux pas parler maintenant, mais la vérité finira par éclater sur le dérapage du déficit. André Valigny. C'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui que les services de Bercy avaient alerté les ministres et donc le président du dérapage qui se profilait, du dérapage qui se confirmait. Et pendant des mois et des mois, les ministres ont ignoré les notes qu'on leur faisait passer. L'Élysée a refusé de voir la réalité en face. Le rapporteur général du budget au Sénat... Ça s'appelle forfaiture. Attendez, il y a un côté pénal. Il y a peut-être une saisine de la CJR qui est dans l'air parce que le rapporteur Husson Cour de du justice Sénat de la République et le président de la Commission des Finances, tous les deux ont dit on nous cache des choses. Bercy a dit non, on ne peut pas vous en parler. Et le maire et d'autres ont dit il faut un projet de loi de finances rectificative au printemps parce que ça dérape. Avant les européennes. Avant les européennes. Et l'Élysée a dit non parce qu'il y a les européennes qui arrivent. Donc pendant 6 mois, on a dissimulé la réalité aux parlementaires. C'est très grave. Non, mais j'ajouterai un mot. Voilà, donc forfaiture, ça se plaide au pénal, saisine de la Cour de justice de la République. Est-ce que, pardon, je me tourne encore vers vous, Philippe Schreck, est-ce que vous êtes aligné sur l'idée qu'il y a aussi probablement une action juridique à faire ? Il y a une mission sur une mission en cours, une mission d'enquête sur effectivement ces dérives, sur l'action des uns des autres, également sur les actions pendant 2 mois d'un gouvernement démissionnaire, parce que on ne peut pas dire que rien n'a été fait pendant 2 mois. Donc pour l'instant, les éléments que j'ai sont assez faibles, parce qu'on est à la frontière entre le choix politique, qui consiste à ne pas écouter les notes d'un service. Un ministre n'est pas forcément obligé d'écouter une note de service. C'est le politique qui décide, c'est pas forcément le fonctionnaire. Alors après, lorsqu'il y a une dissimulation volontaire, c'est vrai que dans certains pays comme les États-Unis, le mensonge a une traduction pénale quasi immédiate. C'est pas le cas, il faut dire ce qui est, c'est pas le cas en France. Guy de Lafortelle, sur ce côté forfaiture, vous êtes accordé avec ce mot, vous ? Oui, le mot est faible, pardon, mais encore une fois, quand on dépouille ces trucs-là et qu'on voit des mensonges à chaque ligne et on voit des choses qui sont exposées à une ligne et on voit l'inverse dans le tableau, on pourrait faire 4 heures d'émission là-dessus. Oui, parce que vous l'avez disséqué. Non, mais je tiens à le préciser parce que c'est rare finalement quelqu'un qui dissèque vraiment la loi de finances. Vous l'avez fait, vous avez révélé. Tiens, je propose qu'on écoute un petit extrait de Guy de Lafortelle hier. Vous nous dites qu'il y a quand même des trous dans le budget, des trous. On écoute. Premièrement, ils se foutent un peu de notre gueule. La deuxièmement, c'est qu'ils le font de manière totalement insincère. Ces comptes, je pense que maintenant, plus personne n'y prête tellement attention, mais que c'est insortable ces comptes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. C'est-à-dire que quand vous regardez les documents, mais ils ont simplement enlevé des lignes. Ça, Donc, oui, allez-y. J'avais pas le tableau là, je l'ai sous les yeux ce matin. Ça, c'est sur la loi de finances, c'est l'évolution pour le 2024 où c'est le truc qu'on a du mal à. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les recettes de l'État. Et dans les recettes, il y a un certain nombre de remboursements et dégrèvements, c'est le nom de la ligne, qui sont en fait des recettes qui sont rendues pour plein de raisons, des crédits d'impôt, du CICE, des choses comme ça. Et on n'a pas la ligne pour l'exécution de 2024. Et en fait, il peut se passer énormément de choses là-dedans. Parce que il y a de l'argent qui rentre, mais après l'argent qui ressort, comment ? Donc, à mon avis, l'exécution 2024, on n'est pas encore sûr de la manière dont elle va sortir. Donc, c'était ce genre de choses. Mais on en a plein. Bref, encore une fois,
là où je voulais en venir, c'est que c'est un budget et je suis tout à fait d'accord avec M. Schreck, il ne faut pas voter. Ce que moi je disais hier à mon niveau de petit contribuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de ne pas payer l'impôt, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment, encore une fois, c'est pas le sujet du consentement à l'impôt. C'est-à-dire que non, je vois bien, je suis entrepreneur, M. Schreck est libéral, un budget comme ça, c'est pas possible, quoi. Ni dans un foyer, ni dans une entreprise, ni dans un cabinet, c'est absolument pas possible. Oui. Et ce qui est absolument dingue dans cette affaire-là, c'est-à-dire que je vous entendais M. Schreck dire il ne faut pas faire un 49.3 là-dessus. À mon avis, ils vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Bah oui. Mais moi, à votre place, moi, je comprends que vous soyez hyper embêtés, parce que si jamais ils font un 49.3, que derrière il y a motion de censure et que vous renversez le gouvernement, ben en fait, ils seront peut-être très heureux, parce que moi j'étais presque étonné qu'ils nomment Barnier. C'est-à-dire que on a bien vu qu'on pouvait avoir pendant 2 ou 3 mois les administrations qui fonctionnent et qui font n'importe quoi. Sans ministre. Bah, on l'a vu faire, pourquoi est-ce que ça pourrait pas se refaire? Moi, ça c'est un truc, d'ailleurs je vous l'ai dit, on en a déjà parlé, moi j'aimerais bien qu'il y ait un constitutionnaliste qui vienne à l'antenne, mais là c'est des trucs, il faut être un peu armé. On va dire, en fait, qu'est-ce qui empêcherait, si demain le Parlement renverse le gouvernement, d'avoir un gouvernement démissionnaire qui continue de fonctionner pendant non pas 2 mois ou 3 mois, mais 2 ans? Mais Guy, avant de donner la parole à Philippe Schreck pour qu'il puisse vous répondre, est-ce que c'est pas déjà un peu le cas dans le sens où finalement on a, et d'ailleurs c'est un peu l'objet de cette historique que j'ai donnée, on voit qu'on a projeté au dernier moment, mais vraiment au dernier moment du dernier moment, un Premier ministre qui, il se trouve en plus à un historique, il était proche d'Ursula von der Leyen, il a travaillé à Bruxelles, il a quand même le surnom de bureaucrate de Bruxelles, le négociateur du Brexit, on le projette avec un secrétaire de cabinet qui justement travaille déjà pour Bruno Le Maire. Est-ce que c'est pas justement l'idée de continuer cette politique et probablement, pardon si je projette trop de choses, mais probablement même comment dire, d'asseoir la gouvernance européenne directement auprès du Premier ministre, qui est lui-même très proche de Bruxelles. Enfin, c'est une question que je me pose et qui se pose, je trouve, de façon assez évidente quand on regarde cette historique. Est-ce que finalement, le fait d'attendre la dernière minute et de projeter cette personne qui n'est pas n'importe qui et son directeur de cabinet qui n'est pas n'importe qui non plus, je trouve que c'est important. Enfin, je sais pas, Philippe Schreck à ce sujet. Vous savez, nous sommes dans une situation totalement inédite. Donc on va découvrir chaque jour. Mais ce qui est vrai, c'est que ceux qui ont perdu les élections sont au pouvoir. Et que personne n'a gagné, mais on sait que celui qui a le plus perdu, c'était l'ex-camp ou le camp présidentiel. Et ils sont encore au pouvoir, tout simplement parce que les Républicains ont choisi de les rejoindre. L'histoire le jugera, de les rejoindre pour avoir des postes, alors qu'ils ne pèsent électoralement plus rien. Mais encore une fois, je pense que, et ça je suis désolé de le dire, parce que ce n'est pas à souhaiter, mais on ne pourra, me semble-t-il, pas aller ailleurs que dans la crise de régime, parce que nous avons tous les ingrédients de la crise de régime, parce que nos institutions ne sont plus faites pour régler les problèmes, notamment politiques, qui se posent actuellement. Donc oui, mais est-ce que c'est pas recherché finalement? C'est un peu aussi la question de Guy de Lafortelle. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est recherché parce que finalement, une crise de régime à côté des missionnaires, ça veut dire que c'est le gouvernement des technocrates et plus des politiques et ça les arrangerait bien? Non, parce que on avait un gouvernement démissionnaire tout l'été, mais là, s'il y a un 49.3, c'est pas un gouvernement démissionnaire, c'est un gouvernement renversé. Donc, je pense qu'il y aura quand même le contrôle du Parlement. Encore une fois, il ne peut pas y avoir de dissolution, il y a un ordre du jour. Et c'est pour ça que moi, je crains, effectivement, s'il n'y a pas une reprise en main de M. Barnier sur le texte budgétaire, parce que le texte budgétaire, ce n'est rien d'autre que de la politique, et le quotidien des Français, s'il n'y a pas une reprise en main très forte, nous allons droit sur la crise de régime, parce que nous prendrons nos responsabilités. Nous avons laissé, pardonnez-moi l'expression, la chance au produit parce que nous ne voulons pas le chaos, nous ne voulons pas le vide. Ce n'est pas souhaitable à terme pour la France, mais nous les prendrons si les choses restent en l'état, bien sûr. Oui, mais Philippe Schreck, je vous repose la question, et évidemment, Guy Lafortelle, je vous donnerai le mot de la fin. Est-ce que cette politique du vide n'est pas justement la politique, selon vous, voulue par la Macronie, puisque finalement, elle sert ses intérêts? Bien, si c'est ça, si c'est le cas, je ne l'espère pas. Si c'est le cas, c'est la politique du pire.
C'est la politique du pire, donc j'ose ne pas l'espérer. D'accord. Guy de Lafortelle, le mot de la fin. Non, je ne dirais pas dire que c'est voulu. Je pense que c'est simplement les intérêts qui sont mal placés. On a aujourd'hui un triple problème. Je pense que c'est très important ce que dit M. Schreck sur la crise de régime. On y va et on l'a construit depuis 40, 50 ans. Cette crise de régime, ça fait très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas intervenir. C'est parce que le Conseil constitutionnel est devenu absolument délétère. Hein. Moi, je dirais jamais assez de mal du rôle de M. Fabius au Conseil constitutionnel. Oui. Le Conseil d'État, c'est pas mieux. Donc vous avez, et ça, c'est des choses qu'on connaît mal, mais on connaît mal. Ça, il faudrait faire venir Alexandre Cugnache sur le sujet, qui connaît très bien. C'est-à-dire que, mais on a dévoyé nos institutions, donc on va vers la crise de régime. Et en plus de ça, le deuxième problème, évidemment, c'est qu'on a une tutelle de Bruxelles qui fait qu'on a plein de choses sur lesquelles on peut plus intervenir, on peut plus, nous, travailler et faire des choses, notamment la monnaie, c'est les grands redressements financiers de la France sont toujours monétaires, hein, je n'arrête pas de le dire, on a deux au XXe siècle, hein, que ce soit le franc Poincaré ou le nouveau franc avec Pinet et Poul. Et la troisième chose, c'est que on a au pouvoir, effectivement, on a des espèces de compradorés au pouvoir et il ne faut jamais oublier qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée avec l'argent de la vente d'Alstom. Donc il est arrivé à l'Élysée avec ça, et donc bien évidemment il continue à faire ça, et ces gens-là, donc qui sont là pour servir des intérêts privés, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, on ne peut pas dire autre chose, continue de le faire, et puis derrière, le reste, on verra. C'est-à-dire que c'est peut-être, on ne peut pas savoir au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale si M. Macron voulait effectivement espérer s'en sortir avant de devoir dévoiler l'énormité budgétaire, ou s'il savait que qu'il allait perdre cette élection. Mais on voit, c'est qu'il n'y a pas de pari, puisqu'il a perdu son élection, et ils arrivent quand même en détournant la loi, en détournant l'esprit, en détournant le principe, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous avez un député de la République qui vient demander des informations qu'on est obligé de les lui donner, puis on ne les donne pas. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser dans les derniers recoins tout ce qu'on peut pour en gros faire un bras d'honneur absolument monumental à tous les Français. Et puis derrière, et en plus de ça, si vous voulez, quand on commence à descendre dans la rue, on casse la rue. Donc, pour moi, c'est assez clair que c'est simplement, on avance de manière totalement, il n'y a aucune idée de la France, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune idée à long terme. Ces gens sont simplement en train de dépecer les quelques trésors qui restent de la France, et puis après, effectivement, ils laisseront ça à Bruxelles, ce qui fera très plaisir si on peut assommer la souveraineté française. Mais je pense pas que ça se passera comme ça, parce que c'est le peuple le peuple finira par ressurgir à la surface de l'histoire. Oui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, je pense que c'est une affaire à suivre et qu'on suivra ensemble. Merci beaucoup Philippe Schreck, député du Rassemblement national, et très bonne journée à vous du Var, membre de la Commission des finances. Merci à vous Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume. Tocsin continue.